Au milieu du XVIe siècle, un conflit maritime illustre l'affrontement de l'islam et du christianisme pour la domination de l'Europe. En toile de fond, la fulgurante montée en puissance de l'Empire ottoman et la recomposition de l'espace politique méditerranéen. L'expansion de l'Empire ottoman est un épisode extraordinaire de l'histoire. Elle a quelque chose d'inconcevable par sa rapidité, son étendue, les directions qu'elle prend. L'Europe chrétienne vit l'avènement de cette puissance majeure comme une sorte d'apocalypse, de fin du monde. Lors du siège de Malte, deux armées bien entraînées se font face. Les chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, un ordre militaire chrétien, et les janissaires, le corps d'élite du sultan ottoman. Les janissaires avaient une vision exaltée de leur mission. Ils étaient des soldats de Dieu, des guerriers combattant pour le sultan et pour Allah. Les chevaliers de Saint-Jean étaient de grands marins et de remarquables guerriers, entièrement dévoués à la guerre contre les infidèles. Voici l'histoire de cette lutte implacable, vue à travers les yeux d'un jeune conscrit ottoman et de son futur grand rival, un apprenti hospitalier. Tous deux ont été formés très jeunes au métier des armes et destinés à devenir des soldats de Dieu. Au XVIe siècle, l'Empire ottoman règne sur les 2/3 de la Méditerranée, les terres riveraines de la mer Noire, la majeure partie des Balkans et du Proche-Orient. Il veut atteindre le cœur de l'Europe chrétienne. Un émissaire de la Sublime Porte sillonne les terres conquises avec sa garde. L'Empire ottoman est une mosaïque d'ethnies et de religions. Juifs, chrétiens et musulmans y cohabitent sous la domination du sultan. L'État ottoman drainait en permanence des populations extérieures, d'autres musulmans, des chiites, des grecs, des juifs, des bulgares. Il assimilait leurs connaissances, les enrôlait pour son armée et son administration comme émissaires, ecclésiastiques ou charpentiers de marine. Il intégrait tous ceux qui possédaient des compétences sans faire un préalable de leur conversion à l'islam. Alexios a 14 ans. Il est en retard au cours de catéchisme. Orthos, Doxa, Mazi. Les chrétiens des Balkans sont très attachés à la foi orthodoxe, héritage de l'Empire byzantin. Orthos, Doxa, Mazi. Pendant le cours, Alexios fixe la tête coupée de Saint Jean le Baptiste. Le garçon ne sait pas encore que son destin sera lié à celui des chevaliers de Saint Jean. À l'été 1555, Raymond a 15 ans. Le jeune noble français se rend à Malte en compagnie de son serviteur Joseph. Ils voyagent à bord de l'un des navires d'un ordre légendaire, les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.
Au milieu du XVIe siècle, l'idéal de croisade chrétienne est quelque peu démodé. Il renvoie à des temps héroïques et chevaleresques qui appartiennent au passé. Donc, à Malte, les chevaliers de Saint-Jean ont déjà quelque chose d'anachronique. Raymond est fasciné par les glorieux exploits des croisés. Est-il bien vrai que des gentilshommes sont devenus riches et célèbres à la guerre contre les infidèles? La guerre, pour moi, c'est terminé. Tiens, elle est pour toi. Joseph a été mercenaire pour les Hospitaliers. Il s'est emparé de cette dague ottomane lors d'un combat sur l'île de Rhodes. En 1291, l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem a été chassé de Terre Sainte. Les Hospitaliers se sont alors installés sur l'île de Rhodes. Ils y sont restés jusqu'en 1522, date à laquelle Soliman le Magnifique, las de leurs attaques contre ses navires marchands, les a délogés de Méditerranée orientale. Après une errance de 9 ans, Charles Quint leur a offert une nouvelle base navale, l'archipel maltais. L'empereur Charles Quint possédait les îles de Malte et de Gozo en sa qualité de roi d'Espagne. Et il les a données aux Hospitaliers pour 2 raisons. D'abord, pour faire office de bouclier chrétien contre les Ottomans. Et ensuite, pour empêcher les Français de pactiser avec le sultan. Le prêtre du village présente un groupe de garçons aux émissaires ottomans. Les Ottomans étaient experts dans la tenue de registres et l'archivage de données dans quantité de domaines, comme les impôts ou l'administration de l'armée. Une fois l'an, des émissaires ottomans se rendent dans les villages chrétiens des Balkans pour enrôler des garçons. Cet impôt sur le sang s'appelle le devshirme, littéralement la cueillette. Le devshirme prend sa source dans de très anciennes pratiques musulmanes. Les califes faisaient des prisonniers pendant les conflits. Et 1/5 de ces prises de guerre servaient à alimenter le personnel de leurs armées et de leur administration. Les règles de la conscription pouvaient varier. Selon certaines, on prenait des enfants âgés de 13 à 15 ans et on réquisitionnait un garçon pour 40 foyers. Ce système permettait d'éviter que les agents recruteurs ne vident les villages de la totalité des garçons. Les enfants choisis devaient être bien portants, d'apparence agréable, intelligents et non circoncis. La plupart des villageois ne veulent pas se séparer de leurs enfants. Mais le père d'Alexios sait déjà que son fils va partir. Alexios ne comprend pas l'attitude de son père, qui paraît l'abandonner. En réalité, cet ancien soldat a lui-même recommandé son fils à l'occupant ottoman. Il donne à son fils une amulette qu'il a lui-même héritée de son père. Une représentation de Saint Jean-Baptiste. Un siècle plus tôt, la chute de Constantinople a marqué la fin de l'Empire byzantin, dernier reste de l'Empire romain. Avec la chute de Constantinople, les sultans ottomans recréent l'Empire byzantin. Et par extension, ils fondent un empire qu'on peut qualifier de romain turc musulman en Orient.
Par groupe de 100 ou davantage, les jeunes chrétiens enrôlés de force sont conduits à Constantinople. Alexios se sent seul et abandonné. Il ignore tout ce que l'avenir lui réserve. Une fois enrôlés, les enfants étaient habillés de vêtements et de chapeaux rouges. Le but était de les empêcher de s'enfuir, car le système n'était pas fondé sur le volontariat. La famille de Raymond lui manque. Il espère devenir un jour un célèbre chevalier et retourner chez lui couvert de gloire et de richesse. L'ordre des Hospitaliers était particulièrement attractif pour les cadets des familles nobles. Pourquoi ? Parce que l'héritage allait à l'aîné, et il restait peu de choses pour les garçons nés en deuxième ou troisième position. Il fallait donc leur trouver une occupation et un revenu. Très souvent, on les destinait tout jeunes à l'ordre des Hospitaliers, vers 2 ou 3 ans, et on les envoyait à Malte vers 12 ou 14 ans. C'était pour eux la chance de faire très rapidement carrière et de prendre la tête d'une commanderie, comme celle de Mailberg. Le château de Mailberg est situé dans les environs de Vienne, en Autriche. C'est l'une des plus anciennes possessions terriennes des Hospitaliers en Europe continentale. Les domaines de cette commanderie du XIIe siècle ont permis de financer la lutte contre l'expansion musulmane. Une commanderie hospitalière, c'était une vaste propriété foncière. Ses revenus provenaient des cultures, de la vigne et des droits de douane. Une certaine partie de ces revenus allait à Malte et servait à couvrir les dépenses liées à l'artillerie, la construction de bâtiments portuaires, la flotte, les soldats et toutes sortes de choses. L'ordre de Saint-Jean est organisé en 8 entités qu'on appelle les langues hospitalières. La Provence, l'Auvergne, la France, l'Italie, l'Aragon, l'Angleterre, l'Allemagne et la Castille. La commanderie de Mailberg possède des fermes et des vignobles et administre des églises et des écoles. Les ordres militaires étaient des systèmes financiers conçus pour subvenir aux besoins des troupes qui combattaient au front, en Terre Sainte à l'origine, pour entretenir les garnisons des châteaux, pour assurer la protection des convois, etc. La commanderie de Cressing Temple, dans le comté d'Essex, était l'une des plus riches possessions hospitalières de cette région d'Europe. Cette grange est l'un des grands sites historiques de cette partie de l'Angleterre. C'est une très grande structure, et il faut l'imaginer remplie de produits agricoles, ce qui était au Moyen-Âge une source de grande richesse. Ce type de domaine formait la base du système. En Méditerranée, les Hospitaliers comptent parmi les plus farouches opposants à l'expansion ottomane. Sous le règne de Charles Quint, l'Empire catholique des Habsbourg est également absorbé par d'autres problèmes. Les guerres d'Italie, la volonté de puissance de la France et l'agitation dans les royaumes protestants du Nord. Le palais de Topkapi est la résidence des sultans ottomans. Alexios loge dans l'école du palais. Il vient d'être circoncis, comme doivent l'être toutes les recrues arrivant à Constantinople. L'examinateur ottoman mesure précisément les différentes parties de son visage et note ses caractéristiques physiques. Dans les sociétés islamiques prémodernes, on accordait beaucoup de crédit aux pseudosciences. Selon la physiognomonie,
on pouvait déduire le caractère d'une personne de ses traits physiques. Si un garçon était grand, on pensait qu'il était niais. S'il louchait, on se disait qu'il ne serait pas assez loyal pour servir dans l'armée du sultan. Alexios est soumis à un processus de sélection rigoureux, supervisé par l'un des eunuques du palais. Les plus doués de ces enfants occupaient ensuite des postes élevés dans l'administration. Et les meilleurs des meilleurs pouvaient même entrer au gouvernement, être nommés à des postes de pouvoir et devenir de véritables ministres. Donc on les recrutait pour l'armée, mais aussi pour le service de l'État. L'eunuque a choisi un nom musulman pour Alexios, mais l'adolescent refuse sa nouvelle identité. Aux yeux de l'eunuque, il est bien trop rebelle. La plupart des eunuques venaient d'Afrique. Ils avaient été faits prisonniers, réduits en esclavage et castrés sur place. Et ils avaient beaucoup de pouvoir au sein de l'Empire. Dans l'administration, ils venaient juste après le grand vizir. Ils avaient la responsabilité du budget, ainsi que de l'éducation des personnels du palais. Les recrues doivent être loyales et faire preuve de bonne manière et de sang-froid. Alexios l'obstiné ne correspond pas à ce profil. Il ne sera pas pris au service du sultan. On l'envoie dans une école de janissaires, l'une des plus dures de ce corps de fantassins. Il est puni pour son attitude réfractaire et placé sous la surveillance d'un derviche appartenant à l'ordre des Bektashi. Chaque régiment de janissaires a son aumônier Bektashi. Le fondateur de cette confrérie était originaire du nord-est de l'actuel Iran. Le bektashisme est l'un des grands ordres issus de la mouvance soufie présente sur le territoire ottoman. Il a été fondé au XIIIe siècle et s'est répandu en Anatolie après l'arrivée des Turcs et des Mongols venus d'Asie centrale. Alexios reste plein de colère et ne peut pardonner à son père de l'avoir abandonné. Les derviches Bektashi ont joué un rôle clé dans l'Empire après la conquête des territoires balkaniques. Ils manifestaient une grande tolérance à l'égard de la foi chrétienne. Aux yeux de la population, les Bektashi étaient plus conciliants. On sait qu'ils ont grandement contribué à la turquisation et à l'islamisation de cette région. Le derviche est convaincu qu'Hassan peut faire un bon soldat. Le moment venu, il lui rendra son amulette. Raymond poursuit son voyage vers Malte. Un navire marchand ottoman est repéré. Les frères chevaliers se joignent à l'aumônier du navire pour prier. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Le frère Chaplin était le gardien de toutes les âmes chrétiennes à bord. Il assistait les hommes dans leurs prières, les encourageait avant la bataille et il recueillait également leurs confessions. Il veillait aussi à ce qu'ils ne se tournent pas vers l'islam ou vers le protestantisme.
le navire de l'ordre se dirige droit sur le navire marchand. Raymond a bien envie de se joindre au combat, mais il est paralysé par la peur. Tous les ordres militaires avaient une réputation de cruauté. Ils avaient tendance à massacrer tous les prisonniers musulmans à partir d'un certain âge. Par la suite, ils se sont aperçus que c'était contre-productif. D'abord, parce qu'au lieu de se rendre, leurs adversaires combattaient jusqu'à la mort. Et puis, cela faisait autant de galériens potentiels en moins. Donc finalement, le massacre n'était plus systématique, mais il était une réalité. Les garçons qu'on destinait au métier de janissaires étaient confiés à des familles turques. Ils étaient chargés des travaux les plus durs. Le but était de les endurcir, d'acquérir la force physique nécessaire pour l'entraînement militaire. Alexios va ainsi passer 4 années éreintantes dans les champs d'Anatolie. Il n'accepte toujours pas son nom musulman. Ceux qui étaient au bas de l'échelle, les pauvres garçons ordinaires qu'on avait sélectionnés pour rien de particulier, étaient rapidement envoyés dans une famille turque. Là, ils apprenaient la langue, le mode de vie, les us et coutumes turcs. En général, c'est à ce moment de leur formation qu'ils se convertissaient. Mais on ne sait pas s'ils y étaient contraints ou simplement encouragés. La fille du fermier entoure l'adolescent de soins. Il est sensible à la gentillesse de la jeune fille et commence à se sentir moins seul. Raymond arrive à Malte sans son serviteur. Avant l'arrivée des chevaliers de Saint-Jean, Malte n'était qu'un rocher au milieu de la Méditerranée. La population ne dépassait pas 20 000 habitants. Mais l'île avait un atout de taille, 2 grands ports, l'idéal pour protéger la flotte de l'ordre, instrument clé de leur enrichissement. Quand les hospitaliers s'installent à Malte, en 1530, on s'aperçoit qu'ils nuisent au commerce. Car la piraterie et le commerce sont partie liés. Les marchands sont des corsaires et vice-versa. Raymond est émerveillé par l'activité débordante du port. Mais sans la protection de Joseph, il est livré à lui-même.
Un noble maltais du nom de Juan apostrophe l'adolescent. Il méprise ces chevaliers arrogants qui ont investi l'archipel. Juan travaille pour Maria, une riche veuve de l'île. Elle est armatrice et tire sa fortune des razzias perpétrées par ses navires. Raymond tombe sous le charme de sa beauté et de sa richesse. Les archives notariales sont une mine d'informations sur la vie quotidienne et le commerce de l'époque. Pendant la période des Hospitaliers, Malte était vraiment le centre de l'activité corsaire en Méditerranée. Du côté européen, il n'y avait guère que Livourne en Italie pour rivaliser avec Malte de ce point de vue. Et du côté de l'Afrique du Nord, il y avait Alger. Au Fort Saint-Ange, les différentes langues, ces divisions administratives des Hospitaliers, sont représentées. Raymond est confié à un moine soldat, membre de la langue allemande. Mais son professeur manque d'enthousiasme. Chaque langue avait une fonction précise dans l'administration de l'ordre. Il y avait une langue pour la prise en charge des malades, une langue pour la flotte, une autre pour les fortifications. Et cette partie était encore divisée. Certains postes étaient confiés à la Castille, d'autres à la Provence ou l'Angleterre. Toutes les tâches étaient réparties entre les différentes langues. Vas-y. Essaye encore. Un chevalier de la langue de Provence prend l'adolescent sous son aile. Comme ça. Au cours des 6 années qui suivent, Raymond reçoit l'enseignement des moines soldats. Il consacre ses journées à la prière et à s'entraîner au maniement de l'épée, de la hallebarde et du mousquet pour se préparer à sa première caravane maritime. Pour devenir un frère chevalier, le novice doit avoir participé à 4 caravanes. Une caravane, c'est une expédition en mer contre les navires d'Afrique du Nord ou de l'Empire ottoman. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'il est qualifié pour devenir chevalier professe et prendre le commandement d'une galère. Après des années de dur labeur, Hassan reçoit la visite d'un personnage familier. Le derviche Bektashi lui rend l'amulette de Saint-Jean, le collier, don de son père, que le garçon avait jeté de dépit. Le corps des janissaires était très prestigieux. Il s'agissait de soldats d'élite qui étaient entièrement au service du sultan. L'entrée dans ce corps se faisait au terme d'un entraînement d'au moins 10 ans. Les janissaires recevaient un traitement de l'État. Ils étaient logés dans des casernes de la capitale, tout près du palais. Et leur première mission était de protéger le souverain. De retour à Constantinople, Hassan se sent à sa place dans cette école d'aspirants janissaires. Il s'entraînait au combat d'infanterie, au tir à l'arc ou au mousquet et au combat au sabre. Et c'était du sérieux. Si l'on en croit les observateurs chrétiens de l'époque, l'entraînement devait être efficace. Ils ont été frappés par la discipline et la propreté de ces soldats, mais aussi par leur adresse aux armes. Les janissaires étaient généralement très habiles au tir. Hassan se jette à corps perdu dans l'entraînement militaire. Avec ses frères d'armes, il forme un groupe soudé. Attache! Position en zone! Hassan!
Après une longue phase de formation, les aspirants intègrent le corps des janissaires proprement dit. À partir de ce moment-là, ils vont tisser des liens de solidarité encore plus forts avec leurs frères d'armes. Ils font preuve d'une loyauté sans faille envers les maîtres qu'ils ont eus en commun et envers leur régiment. Ils se font d'ailleurs tatouer les emblèmes de ce régiment. Autre élément important de cet esprit de corps, ils sont unis dans une même foi, le bektachisme. Hassan et ses camarades font le serment de combattre les uns pour les autres jusqu'à la mort. Le derviche récite un poème guerrier. Allah, Allah, Hillal, Vasriyan, Sinapurian. Kile Chalkan, Denime de Vrenina, Who? Les janissaires priaient tous ensemble. Dans leurs prières, on retrouvait beaucoup de références à la chevalerie, à la bravoure des soldats qui tuaient les infidèles. Pour eux, c'était une sorte de préparation spirituelle. L'un d'entre eux disait la prière, et à la fin, toute l'armée janissaire hurlait « Ouh !», ce qui veut dire Allah. C'était un cri puissant et effrayant. Après ces années de noviciat, l'heure est venue pour Raymond d'être reçu chevalier. Cette cérémonie cruciale se déroule en présence du grand maître de l'ordre, Jean de La Valette. Signore, le demando di essere iscritto all'ordine di San Giovanni. Pour devenir un frère chevalier, il était obligatoire de prononcer ces vœux. Les chevaliers faisaient vœu de célibat, de pauvreté et de loyauté inconditionnelle envers l'ordre. Questo che voi domandate è così molto importante. Solita concedersi a quelle persone che per antico lignaggio e proprio loro virtù sono stati giudicati degni in nome di Dio, Nostra Signora di Filermo, San Giovanni Battista, ed io levo al rango di cavaliere. Alzati, cavaliere. Raymond touche au but. Il est désormais un soldat de Dieu. Une nuit, Hassan enfreint le règlement et sort en cachette de la caserne. Ses camarades le couvrent. Il a rendez-vous avec Émine, une jeune chrétienne qui travaille dans les maisons de café de Constantinople. Les janissaires devaient rester célibataires, tout comme les moines chrétiens. Ils vivaient à l'écart dans des casernes et ne pouvaient pas participer à la vie de la cité. À Malte, Maria assiste aux vêpres en compagnie des religieuses.
Ici, cet office du soir est réservé aux femmes. Les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean faisaient vœu de célibat. Mais on sait qu'il leur arrivait fréquemment de trahir leur serment. Ils ne dédaignaient pas la compagnie des femmes. Grâce au butin de ses caravanes, Raymond couvre de cadeaux son amour de jeunesse. Mais Juan, l'homme de confiance de la dame, est jaloux. On sait que lors d'une messe de Noël, des chevaliers se sont déguisés en femmes pour s'asseoir près de ces dames et tenter de parvenir à leur fin. Cette histoire a fait beaucoup de bruit. Elle a causé un immense scandale dans l'île. Et les chevaliers ont été arrêtés. Certains ont même été chassés de l'ordre. Les autres ont passé quelques mois en prison. Raymond risque bien lui aussi de déshonorer l'ordre. Il ne veut plus subir la jalousie féroce de Juan. Les deux hommes sont de force égale. Une patrouille nocturne met fin à l'altercation. Il faut se rappeler qu'on avait un grand nombre de frères chevaliers et de novices dans un espace relativement restreint. Cette situation favorise naturellement les disputes, les conflits, les rivalités, les luttes de pouvoir et les ripailles. D'où le fait que certains hospitaliers, jeunes et moins jeunes, aient fait des séjours en prison. On sait qu'il y a eu des duels entre chevaliers, des rixes, des meurtres. Certains ont eu des relations clandestines avec des Maltaises, voire avec des dames venues de Sicile ou d'Italie. On a aussi gardé la trace d'un affrontement entre chevaliers espagnols et français. À cette occasion, les chevaliers espagnols ont volé un canon et tenté de tirer des boulets en pleine ville de Birgo. En prison, Raymond s'interroge sur son avenir. Veut-il vraiment compromettre sa carrière au sein de l'ordre pour l'amour de Maria? Quand on visite les cachots de l'ordre à Birgo, on peut encore y lire quelques graffitis sur les murs. Ils ont été tracés par les chevaliers emprisonnés là. Quelques semaines après avoir intégré le corps des janissaires, Hassan et ses camarades sont envoyés en expédition maritime. Leur flotte atteint l'île maltaise de Gozo. Avant l'arrivée de l'ordre de Saint-Jean, la société maltaise reposait sur une économie de type agricole. Les habitants étaient établis dans l'intérieur des terres, parce qu'ils craignaient beaucoup les corsaires. Dans les documents notariaux concernant la location de parcelles agricoles, il est stipulé qu'en cas d'attaque de corsaires, le fermier ne sera pas obligé de donner le pourcentage de sa récolte indiqué dans le contrat.
L'attaque des janissaires prend les habitants par surprise. Les soldats ottomans mettent à sac les habitations, massacrent tous ceux qui résistent et réduisent la population en esclavage. Les Maltais étaient à la fois victimes et acteurs du commerce d'esclaves, comme tous les peuples du pourtour de la Méditerranée. Ils savaient qu'à un moment ou à un autre de leur existence, ils pouvaient être des proies pour des esclavagistes. Hassan n'a pas oublié qu'enfant, il a lui-même été arraché à sa famille. L'investissement dans l'activité corsaire était réglementé, parce que ceux qui voulaient s'enrichir rapidement étaient très nombreux sur l'île. Des veuves ou des paysans plaçaient parfois tout ce qu'ils avaient dans ce domaine. On déclarait devant notaire le type d'investissement qu'on voulait faire dans telle ou telle expédition. Évidemment, l'apport le plus conséquent était de fournir un navire et de l'armer. Mais on n'était pas obligé de mettre des fonds. On pouvait par exemple ravitailler le bateau en biscuits pour les besoins de l'expédition. En retour, tout le butin et toutes les prises faites au cours de l'expédition étaient répartis entre les investisseurs. Il y avait d'autres parties prenantes, comme l'amirauté ou encore les religieuses de l'ordre qui priaient pour les corsaires et recevaient leur part. Mais le grand maître de l'ordre était toujours le premier bénéficiaire. Raymond a gagné le cœur de Maria et sa confiance. Pour le récompenser, elle lui offre le commandement d'un bateau corsaire. Désormais capitaine d'expédition, Raymond a pareil pour l'Afrique du Nord. Il s'agissait bel et bien d'une guerre de religion, et ce, pour les deux camps, du côté chrétien comme du côté ottoman. Mais n'oublions pas que nous sommes tous humains, et la volonté de s'enrichir jouait un rôle moteur dans cette dynamique. On priait, on baptisait son navire Notre-Dame du Mont-Carmel, Saint-Pierre ou Sainte-Lucie, mais on savait qu'au bout du compte, on allait mettre la main sur un beau pactole, se faire construire un joli château en France ou à Malte et en tirer profit à la retraite. Sur la route de l'Afrique du Nord, le navire de Raymond croise un vaisseau ennemi. Les chevaliers de Saint-Jean avaient une aura extraordinaire. Ils avaient été formés en quelque sorte depuis l'enfance pour être des navigateurs, des soldats, des défenseurs de la chrétienté. Ils étaient le pendant des janissaires de l'Empire ottoman. Hassan et ses compagnons d'armes vont affronter pour la première fois les chevaliers de Saint-Jean. Les janissaires obéissaient à un code d'honneur et se considéraient comme des frères d'armes. Par ailleurs, ils avaient une vision chevaleresque et exaltée de leur mission. Ils étaient des soldats de Dieu, des combattants d'Allah. Le navire de Raymond aborde celui de Hassan. D'autres navires ottomans apparaissent à l'horizon.
Au cœur de la bataille, Raymond démontre qu'il est désormais un véritable soldat de la foi. Hassan est laissé pour mort. Il ne peut rien faire pour empêcher Raymond de tuer son ami. Mais les autres navires ottomans arrivent à la rescousse. Les rêves de gloire et de richesse de Raymond s'effondrent. Raymond est un jeune chevalier. Il est possible qu'il ait surestimé sa force ou celle de son équipage. Dans les archives de l'ordre, on a des documents qui montrent que des capitaines expérimentés ont évité des affrontements parce qu'ils savaient que l'adversaire était supérieur. Hassan est plein de colère et déterminé à venger la mort de son ami. Les janissaires étaient dévoués à Allah, loyaux envers le sultan et leurs camarades. De façon générale, les soldats cherchaient à capturer autant de prisonniers que possible parce qu'ils recevaient une part du butin. Les commandants mettaient en avant cette quasi-certitude de faire des prisonniers de guerre pour entretenir le moral des troupes. Le sort de Raymond semble scellé. À moins d'un miracle, le fier chevalier est condamné à vivre de perpétuelles humiliations, fouetté pour un oui ou un non, enchaîné au banc des galères ottomanes. L'aumônier Bektashi connaît depuis longtemps les qualités d'Hassan, son humanité et sa force intérieure. Grâce aux derviches, le jeune homme est rapidement promu officier. Nous sommes en mars 1565. Soliman le Magnifique a rassemblé une véritable armada devant Constantinople. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Son objectif, c'est Malte et la destruction de l'ordre des Chevaliers de Saint-Jean.